Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence. Nous allons écouter aujourd'hui notre invité qui vient de loin ou qui reste de loin, plus exactement, euh, Iri. Donc, Madame Irini Ottini-Viltagnotti qui va nous parler de l'harmonie céleste dans le mythe d'Air. Alors, je me rends compte que nous sommes un peu victimes de notre organisation qui se perfectionne à travers les années, puisque, comme vous le savez, nous pourrons consulter la conférence de Madame Fotini-Valtagnotti sur podcast, sur Canal U. Mais je tiens au charme du direct et donc il est important que vous soyez tous là en ce moment pour suivre cette conférence et je vous remercie de votre présence. Luc, je vous laisse le soin et l'honneur de présenter notre invité. Oui, merci Pierre. Je suis vraiment très heureux de recevoir aujourd'hui Madame Irini Fotini-Viltagnotti, qui, comme vous l'avez dit, va nous parler de l'harmonie céleste dans le mythe d'Air, qui se trouve au livre 10 de la République de Platon. Et j'aimerais dire d'une part que Madame Irini Fotini-Viltagnotti, donc comme vous l'avez dit aussi, enseigne à l'université de Crète, la philosophie ancienne, et qu'elle est membre associée de l'Institut de philosophie de Leuven. Elle a beaucoup travaillé avec Jan Opsomer. Et donc, elle a participé aussi à des rencontres sur le pythagorisme et le pseudo-pythagorisme ici à Paris. Et donc, je voudrais indiquer qu'elle a publié un livre très intéressant. Ce livre, chez De Gruyter, c'est l'harmonie des sirènes du pythagorisme ancien à Platon. Donc, l'harmonie des sirènes du pythagorisme ancien à Platon. Et vous le voyez, voilà. Et donc, elle a aussi participé à un travail collectif de traduction du traité de Porphyre sur l'antre des nymphes dans l'Odyssée, dans le cadre de notre équipe, l'UMR 8230, et c'était sous la direction de Tiziano Dorandi. Ça a été publié chez Vrin. Je vous montre le livre. Et je lui laisse la parole en rappelant que Madame Viltagnotti a fait distribuer un exemplaire. Et donc, voilà, c'est tout pour ma présentation. Je laisse la parole à Madame Viltagnotti. Merci beaucoup pour cette introduction. Et je vous remercie encore de votre invitation. Et je suis heureuse de me retrouver parmi vous, même sous ces conditions. Le titre de mon exposé aujourd'hui, c'est l'harmonie céleste dans les mythes d'Air, et plus précisément un passage de la République, seulement quelques lignes. Donc, le mythe d'Air est peut-être le plus emblématique parmi les mythes platoniciens, et c'est lui qui, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, a attiré le plus d'intérêt de la part des exégètes. Un des problèmes centraux que les chercheurs tentent de résoudre concerne la fonction de ces mythes dans le cadre de la République, le rapport entre, d'une part, le discours narratif et d'autre part, le discours philosophique. Dans cet exposé, je m'attelerai à ce problème en me centrant sur un des passages les plus énigmatiques,
du mythe d'Air, à savoir sur la description de l'harmonie céleste en 617 BD, qui est le premier passage sur l'exemplier. Je lis la traduction française. Le fuseau lui-même tournait sur les genoux d'Ananké. Sur la partie supérieure de chaque cercle, ce sont donc les cercles de planètes et des étoiles fixes, se tenait une sirène qui était emportée par les mouvements circulaires avec chacun et émettait une voix unique, une tonalité unique. De l'ensemble de ces 8 voix résonnait une harmonie unique. Il y avait aussi d'autres femmes qui siégeaient, au nombre de 3, placées en cercle à égale distance, chacune sur un trône. Elles étaient les filles d'Ananké, les moires vêtues de blanc, la tête couronnée de bandelettes, Lachesis, Clotho et Atropos. Elles chantaient en accord avec les sirènes, Lachesis le passé, Clotho le présent, Atropos l'avenir. De plus, Clotho, la main droite posée sur le fuseau, aidait, en s'interrompant de temps à autre, ou comme je proposerais plutôt en produisant 2 nets dans les pattes, je reviendrai à ça, à la révolution du cercle extérieur, alors que Atropos faisait tourner de la même manière de la main gauche le cercle antérieur. Lachesis, elle, posait tour à tour l'une et l'autre main sur l'un et les autres cercles. Donc, depuis longtemps déjà, ce passage a été associé avec la théorie pythagoricienne dite de l'harmonie des sphères. L'expression harmonie des sphères relève d'une vision anachronique. On ne peut pas faire état des sphères avant Eudoxe de Cnide et son système de sphères homocentriques, quoique la référence à des pesants creux à propos du fuseau d'Ananké en 616D puisse évoquer des hémisphères homocentriques. À la place de cette expression problématique, 3 alternatives s'imposent lorsqu'on se réfère au pythagorisme ancien. La première, l'harmonie céleste, mentionnée dans le Cratyle 405 CD. La deuxième, l'harmonie des astres en révolution, phénomène astron harmonia, attesté dans le Decelo d'Aristote. Et enfin, l'harmonie des sirènes dans la République. De ces 3 expressions, la première a une portée générale. La deuxième apparaît dans le contexte de l'explication scientifique citée par Aristote. L'harmonie des sirènes a, quant à elle, été mise en rapport avec un précepte, un acousme pythagoricien, attesté pour la première fois dans la vie pythagoricienne de Jamblique. C'est le deuxième passage. Qu'est-ce que l'oracle de Delphes? La tétractise, c'est-à-dire l'harmonie, dans laquelle sont les sirènes. Il a récemment été supposé que cette maxime obscure pourrait être une invention de Jamblique qui se serait inspirée par la République. Je me range plutôt à l'avis de ceux qui datent cet acousme du pythagorisme ancien, en tenant notamment compte du fait que selon toute vraisemblance, l'exposé des acousmata dans la vie pythagoricienne de Jamblique recèle des informations relevant du bien propre d'Aristote. Dans cet ordre d'idées, ce serait plutôt Platon qui se serait inspiré par l'acousme pythagoricien que l'inverse. Vu le contexte astronomique du mythe d'Air, l'harmonie des sirènes a notamment été mise en rapport avec la République 532, c'est le 3e passage de l'exemplier,
où Platon, par la bouche de Socrate, déclare qu'il partage la vie de pythagoricien, connu également par un fragment d'Archytas de Tarente, selon lequel l'astronomie, dont l'objet est le mouvement de la profondeur, fora vasus, comme Platon l'appelle un peu plus haut, et la science harmonique, dont l'objet est le mouvement harmonique, erna harmonios fora, constituent des sciences sœurs. J'aimerais proposer que celui-ci n'est pas le seul lien que l'on puisse établir avec les thèses que Platon défend dans la République. Il est fort probable que Platon s'inspire de l'accusma pythagoricien, mais il infléchit l'harmonie des sirènes vers un sens neuf qui est purement platonicien. J'avancerai l'hypothèse que l'harmonie des sirènes et des moires se fait l'écho de l'arétalogie et de la psychologie de la République, en soulignant, en guise de prélude à la thèse centrale du Timée et en accord avec les lois, l'homologie qui s'instaure entre, d'une part, l'harmonie interne à l'âme humaine, parfaitement juste et vertueuse, telle l'âme du vrai philosophe, et d'autre, les révolutions circulaires et harmonieuses de l'univers. De ce point de vue, il ne peut être pas un hasard que Platon semble situer le Timée au lendemain de la République. La justice, telle qu'elle est conçue dans la République, forme la condition à la fois nécessaire et suffisante de l'assimilation de nos périodes antérieures à celle de l'intellect à laquelle nous exhorte le Timée. Les mythes d'Air, notamment la vision de moires et de sirènes, serviraient ainsi, selon mon hypothèse, de trait d'union entre les deux dialogues, mais aussi entre l'individu, dont la cité est une image, et le cosmos, de sorte que l'unité de l'âme vertueuse se projette sur et participe de l'unité du cosmos dans son ensemble. En même temps, les passages sous examen réaffirmeraient l'importance que les matières de la propédeutique à la dialectique revêtent pour celui qui souhaite progresser dans la connaissance des êtres qui sont réellement, en regagnant ainsi, je cite le Timée, le 14e passage, la vie la plus parfaite proposée aux hommes par les dieux. Examinons donc de plus près le passage. À supposer que par-delà son caractère poétique, l'image des moires et des sirènes véhicule un sens plus profond, celui-ci ne pourrait être que sous-entendu, exprimé en hyponies, comme pour évoquer le terme que Platon emploie dans le livre 2. Autrement dit, il faudrait postuler une intention allégorique de la part du philosophe. En effet, il me semble que dans la République et dans les Phèdres, Platon ne condamne pas l'allégorie en général, mais plutôt certains types d'allégories qui, n'ayant pas de repères uniques et de critères stables, en se tournant vers les sensibles ou encore en cultivant une morale défaillante, sont nuisibles à l'âme. Par contre, la capacité à utiliser le discours pour orienter l'âme vers le domaine qui lui est propre, à savoir vers les lieux intelligibles, conditionne et légitime la pratique des hyponies, d'allégorie de la part du dialecticien. Ainsi, dans le 7e livre des lois, Platon va jusqu'à assumer le rôle du poète, s'adonnant à composer des mythes philosophiques bénéfiques à l'âme. Pourtant, dans la mesure où les mythes demeurent un discours invérifiable, il est impossible de trancher quant à savoir les référents précis sur lesquels ils porteraient. En conséquence, l'interprétation qui sera proposée ici
ne peut être considérée que comme une hypothèse vraisemblable. Elle sera toutefois d'autant plus vraisemblable qu'elle se mette en accord avec les discours philosophiques orientés vers le bien. Les sirènes sont donc au nombre de 8 et chacune émet une note. L'ensemble des 8 notes produit une harmonie unique. Il s'agit alors de l'harmonie dans le sens de l'octave, qu'on connaît déjà de ces philolaos, et les 8 notes embrassées par l'octave sont les suivantes: l'hypat, la mèse et la nette, les 3 notes les plus basiques, et les notes intermédiaires, c'est-à-dire la paripat et le lichanos entre l'hypat et la mèse, et puis la paramèse, la trite et la paranette entre la mèse et la nette. Donc, les 3 moires sont en accord avec les sirènes. On pourrait ainsi supposer avec vraisemblance que les moires émettent l'hypat, la mèse et la nette, les notes qui correspondant aux cordes précisément définies de la lyre constituent l'harmonie dans le sens de l'octave. Peut-on trouver dans le texte de Platon des indices en faveur de cette hypothèse? Je pense que les précisions fournies au sujet du mouvement des moires et de leur disposition géométrique semblent aller dans ce sens. En premier lieu, le mouvement des moires. Donc, les moires contribuent à la révolution des cercles du fuseau de la manière suivante. Clotho, de sa main droite, fait tourner le cercle extérieur qui correspond au cercle du même, se mouvant vers la droite dans le timé. Atropos, de sa main gauche, fait tourner les 7 cercles antérieurs en sens contraire au mouvement de l'ensemble, comme il est précisé en 617 et dans les mythes d'air, c'est-à-dire vers la gauche, de même que le cercle de l'autre dans le timé. Les elachisis, enfin, fait tourner les uns et les autres cercles de l'une et de l'autre main. Le mouvement de moire est ainsi à l'origine des révolutions célestes. Or, le mouvement des corps célestes, c'est-à-dire le mouvement de la profondeur, phora vathus, ainsi que Platon l'appelle dans le livre 7, va de pair avec une autre espèce de mouvement qui, selon Platon, lui est apparenté, à savoir le mouvement harmonique, qui est ici représenté par l'harmonie des moires. Par ce biais, les mouvements des moires s'apparentent à l'harmonie qu'elles émettent. À la lumière de cette observation, on se demandera si l'information droite-gauche, qui se réfère au mouvement de la profondeur, pourrait en même temps constituer un indice concernant les mouvements apparentés, c'est-à-dire les mouvements harmoniques. Ainsi que Platon le souligne, l'harmonie se traduit en nombre et rapports mathématiques. L'information fournie donc, droite et gauche, devrait pouvoir se traduire en des données arithmétiques. En effet, selon le tableau contenant les 10 paires pythagoriciennes d'opposés, qui est le 4e passage dans l'exemplier, dont des opposés, la plupart apparaissent dans les mythes d'air, la paire droite-gauche correspond à une paire ayant trait au nombre, à savoir à la paire impair-pair qui par ailleurs constitue l'exemple mathématique favori de Platon. Par exemple, ainsi dans les lois,
la droite et l'ampère sont attribués aux dieux olympiens, tandis que leurs opposés respectifs, la gauche et le père, étant aussi reliés, sont quant à eux attribués aux divinités chtoniennes en conformité avec le tableau des opposés et avec la primauté de la droite que l'on observe dans les mythes d'Air. À supposer que dans le cas de Moire, le père et l'ampère indiquent les sons apparentés au mouvement décrit en termes de gauche et de droite, la note émise par Clotho, qui met de la main droite et vers la droite, correspondrait à l'ampère. La note émise par Atropos, qui met de la main gauche et vers la gauche, au père, et celle émise par l'Achesis, qui met de la main droite et de la main gauche vers la droite et vers la gauche, à la fois au père et à l'ampère. Or, l'un correspond à la fois au père et à l'ampère. Certains pythagoriciens considéraient l'un comme à la fois père et impair, doctrine reflétée dans le Timée, où la série pair 1, 2, 4, 8 et la série impair 1, 3, 9, 27 de la double progression de l'âme du monde ont également comme premier terme l'un. En partant de l'un qui correspond à l'hypate, les rapports doubles, donc le pair, donnent la nette, tandis que les rapports épitrite, donc l'ampère, donnent la mèse. Dans cet ordre d'idées, on peut conclure que l'Achesis, droite et gauche, émet l'hypate, l'un, Clotho, qui met de la main droite la mèse, donc le rapport épitrite, et Atropos, qui met de la main gauche vers la gauche la nette, qui correspond au rapport double, au nombre 2. Il paraîtrait donc que les trois moires, l'Achesis, Clotho et Atropos, émettent respectivement l'hypate, la mèse et la nette, les sons fixes qui, correspondant aux cordes précisément définies de la lyre, constituent l'harmonie dans le sens de l'octave. On vient ainsi au premier tableau sur l'exemplier. Et ici, j'aimerais ajouter que ce qui n'a pas été remarqué à ma connaissance jusqu'à maintenant, donc j'avance cette opinion avec prudence, que l'expression dialypusan chronon, qui est d'habitude traduite en s'interrompant de temps à autre, pourrait faire en effet allusion au procédé de dialypsis qui est décrite dans le 5e passage. En touchant, c'est-à-dire légèrement la corde hypate au point milieu, on produisait un son flûté qui est le premier harmonique, donc l'octave, et qui peut servir de nette. Ce procédé permettrait à produire 8 sons en utilisant une lyre à 7 cordes, telle celle que, selon l'hymne homérique, Hermès a fabriquée à partir d'une carapace de tortue. Dans le cadre du mythe d'Air, l'allusion à la dialypsis permettrait de réconcilier les 7 cordes de la lyre archaïque avec les 8 cercles du fuseau cosmique. Étant donné que la dialypsis produit 2 nettes par la division de la corde hypate en 2 parties égales, il serait compréhensible que ce soit notamment Clotho, la moire qui émet la note restante, la mèse, qui dialypi chronon. Et donc, il conviendrait peut-être de modifier la traduction dans ce sens, c'est-à-dire au lieu de en s'interrompant de temps à autre, de traduire par en produisant des nettes à partir d'une hypate en tenant compte du sens technique de dialypin chronon. En ce qui concerne la géométrie des moires maintenant,
Les trois moires sont placées en cercle périx à distance égale. Autrement dit, elles sont placées sur la périphérie d'un cercle que l'on pourrait peut-être imaginer comme concentrique au cercle du fuseau, à égale distance l'une de l'autre. Leur trône divise donc le cercle en trois arcs égaux, en marquant ainsi le sommet d'un triangle équilatéral inscrit dans leur cercle. Aussi, l'expression périx diisu signifie-t-elle que les moires sont placées au sommet d'un triangle équilatéral et c'est la première figure de l'exemplier. Cette observation géométrique n'a pas par ailleurs échappé à Proclus dans son commentaire sur la République. Or, comme on le sait, le triangle équilatéral constitue la représentation figurée de la tétractise pythagoricienne qui englobe justement l'hypate, le 1, la mèse, 1 et 1 tiers ou 4 tiers, et la nette, le 2. Malgré le fait que le terme tétractise n'apparaît que très tardivement, la plus ancienne citation du serment pythagoricien dans lequel le terme apparaît est attribuée à Aetius, dont la source aurait été Posidonius. La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que la tétractise et sa représentation sous forme de triangle équilatéral, c'est la deuxième figure, remontent au pythagorisme ancien. Si l'on adopte cette datation, la géométrie à laquelle obéissent les moires pourrait être considérée comme fournissant une indication supplémentaire en faveur de l'hypothèse selon laquelle les filles d'Ananké produisent l'hypate, la mèse et la nette. Cette hypothèse nous permet d'établir un lien entre les moires et le passage du livre 4 qui associe ces trois notes musicales à la vertu de justice. Excusez-moi. Donc, dans le livre 4, Platon compare l'harmonie des trois parties de l'âme, à savoir de la partie rationnelle, de la partie émotionnelle ou ardente et de la partie désirante, à l'harmonie de l'hypate, de la mèse et de la nette. Et il s'agit du passage numéro 6 sur l'exemplier. Je lis la traduction. La vérité est que la justice était apparemment quelque chose de césandre, à la différence près qu'elle ne concerne pas la réalisation extérieure des tâches propres de l'homme, mais l'action intérieure, celle qui existe dans un rapport réel à lui-même et à ses tâches, que l'homme juste n'autorise aucune partie de lui-même à réaliser des tâches qui lui sont étrangères, qui ne laisse pas les parties qui existent dans son âme se disperser dans les tâches les unes des autres, mais qu'il établisse au contraire un ordre véritable de tâches propres, qu'il se dirige lui-même et s'ordonne lui-même, qu'il devienne un ami pour lui-même, qu'il harmonise les trois parties existant en lui, exactement comme on le fait, Osper, des trois termes d'une harmonie musicale, la nette, donc le plus élevé, le terme le plus élevé, l'hypate, le terme le plus bas, et la mèse, le terme moyen, et d'autres s'il en existe dans l'intervalle, qui les lie ensemble de manière à devenir lui qui a une constitution plurielle, un être entièrement unifié, modéré et en harmonie. La justice est donc une sorte d'harmonie des trois parties de l'âme. Notons d'emblée que postuler une harmonie des trois parties de l'âme
ne doit pas nous amener à supposer que les trois parties de l'âme sont analogues à des notes musicales, ce qui ferait de l'âme elle-même, et pas de la justice, une harmonie. Platon ne dit nulle part dans la République que l'âme est une harmonie, et d'ailleurs, il refuse cette thèse dans le Phédon. Selon le passage, donc, la justice est comme Osper, l'octave, c'est-à-dire elle est comparable à l'octave, qui, elle, l'octave, embrasse les pattes, la messe et la nette. Une analogie s'instaure donc entre la justice et l'octave. L'harmonie, donc, dans le sens de l'octave. Or, un peu plus haut, en 433d, la justice est également définie comme étant la vertu qui embrasse la vertu. C'est d'ailleurs en quoi, explique Socrate, réside son évidence paradoxale. Ayant déterminé ce que sont tour à tour la sagesse, le courage et la modération ou la tempérance, on a déjà circonscrit la notion de justice. Ces deux propositions qui décrivent la justice, la première en la comparant à l'octave qui embrasse les pattes, la messe et la nette, la seconde en la définissant comme la vertu qui embrasse la sagesse, le courage et la modération, suggère une analogie entre les vertus et les notes musicales. Donc une analogie entre les vertus et les notes musicales plutôt qu'une analogie, comme on pourrait le penser, entre les parties de l'âme et les notes musicales. Une analogie entre les vertus et les notes. D'après Platon, des trois vertus qui synthétisent la justice, la sagesse revient à la partie rationnelle et le courage à la partie ardente. La modération est, quant à elle, définie comme, je cite, la maîtrise et gratia de certains plaisirs et désirs. Quels sont ces plaisirs et désirs? Donc, le plaisir et le désir peuvent être de deux sortes dans la République. D'une part, le plaisir et le désir qui appartiennent aux femmes, aux enfants et aux domestiques, aussi bien qu'à ceux des hommes libres qui sont les plus nombreux et les moins éduqués et sages, c'est-à-dire à ceux qui peuplent la troisième classe. Et d'autre part, le plaisir et le désir qui sont, je cite, simples, mesurés et dirigés par un raisonnement soutenu par l'intellect et l'opinion droite, et qui appartiennent au petit nombre qui est doué d'un naturel excellent et qui a reçu la meilleure éducation, c'est-à-dire aux dirigeants de la cité. Le plaisir et le désir de la première sorte sont dominés par ceux de la seconde, selon Platon. Étant définis comme la maîtrise de certains plaisirs et désirs, la tempérance est la maîtrise de plaisirs et de désirs de la classe inférieure de la cité et, par analogie, puisque les classes qui existent dans la cité sont bien les mêmes que celles qui existent dans l'âme de chacun pris individuellement, les plaisirs et les désirs de la partie désirante de l'âme qui, dépourvue de raison, accompagne certaines satisfactions et plaisirs, tels le plaisir lié à la génération, la faim, le soif et le désir d'argent. La modération concerne donc tant la partie désirante, qui dans le cas de l'homme juste est maîtrisée, se soumet, que la partie ardente et rationnelle, qui maîtrise, qui domine la partie désirante. En même temps, la partie ardente elle-même se soumet bien sûr à la partie rationnelle qui, elle, contrôle les deux parties qui lui sont inférieures. De ce point de vue, la modération concerne toutes les trois parties de l'âme, puisque dans l'âme comme dans la cité, l'ensemble doit participer de la vertu grâce à laquelle
je cite, ce qui est naturellement le meilleur est le maître de ce qui est le pire. Mais tandis que les deux parties supérieures ont leurs vertus propres, c'est-à-dire respectivement la sagesse et le courage, et participent de surcroît de la modération, la troisième partie participe uniquement de cette dernière, de la modération, ce qui lui permet de se soumettre à la partie rationnelle et à la partie ardente, et en accomplissant cette tâche qui lui est propre, de constituer avec celle-ci un ensemble unifié. Donc, sous cet éclairage, si l'on attribuait à chacune des trois parties de l'âme une vertu, la modération devrait être attribuée à la partie désirante, dont elle est la seule vertu. L'unique vertu de la partie désirante est en effet sa capacité de se soumettre. Or, plus que la sagesse et le courage, la modération, selon le passage numéro 7, est appropriée, proséiken, à un certain accord, symphonie, une harmonie, harmonie, et plus précisément, semble-t-il, à l'harmonie dans le sens de diapason, donc l'octave. En tant que vertu partielle, la modération ne peut pas correspondre à l'harmonie dans le sens de l'octave, puisque l'octave correspond, on l'a vu, à la justice en tant que vertu synthétique de vertu. Donc, si Platon disait que la modération correspond aussi à l'octave, ce serait comme s'il identifiait la modération à la justice. En effet, si la justice est comparable à l'octave et en même temps englobe la modération et les autres deux vertus, il s'ensuit que la modération, de même que la sagesse et le courage, doivent plutôt correspondre à un des sons fixes de l'harmonie et non pas à l'harmonie elle-même. Or, parmi les termes musicaux qui constituent l'octave, le terme orus, dont on pourrait dire qu'il est le plus approprié, qui procède le plus à l'octave, est la nette. L'octave, c'est 2 à 1, la nette, c'est 2. Dans cet ordre d'idées, étant donné que la justice est comparable à l'octave et la modération comparable à la nette, il serait légitime d'en déduire que les deux autres vertus, qui de même que la modération, sont englobées par la justice, c'est-à-dire le courage qui appartient à la partie ardente et la sagesse de la partie rationnelle, correspondent respectivement à la mèse, la note intermédiaire, et à l'hypate, la note la plus basse, émise par la corde la plus haute, et on arrive ainsi au tableau numéro 2. Donc, les vertus des trois parties de l'âme sont comparables aux notes musicales dont l'ensemble constitue l'octave. La justice, en tant que vertu synthétique, correspond quant à elle à l'octave elle-même. Autrement dit, les trois vertus, à savoir la sagesse, le courage et la modération, sont englobées par la justice, de même que les trois notes basiques, l'hypate, la mèse et la nette, sont embrassées par l'octave. Et de même que d'une certaine manière, la diapason ou l'octave, qui est 2 à 1, et la nette, le 2, se ressemblent, la justice et la modération s'apparentent en ce qu'elles concernent également la cité et l'âme dans leur ensemble. La première en tant que vertu synthétique de vertu, la seconde en tant que vertu présente dans toutes les parties de l'âme et de la cité, quoique attribuée notamment à la partie inférieure, dont elle est la seule vertu. Sous cet éclairage, on pourrait comprendre la justice comme étant l'harmonie des vertus propres à chacune des trois parties de l'âme, et par ces biais, comme l'harmonie, et par ces biais, donc, de cette
dans ce sens comme l'harmonie des trois parties de l'âme. En effet, si la vertu d'une partie est comprise comme la qualité précise que cette partie possède en propre et grâce à laquelle elle accomplit de la meilleure manière possible sa tâche, il est compréhensible que l'harmonie des parties soit essentiellement l'harmonie de ce qui en chacune d'entre ces parties permet que chaque tâche partielle soit bien accomplie. Si ces qualités n'étaient pas présentes ou si elles n'étaient pas en harmonie entre elles, les parties dont elles sont les qualités, les vertus, ne pourraient pas être harmonisées. Aussi, en harmonisant les trois parties de son âme, comme on le fait des trois termes d'une harmonie, dans le sens de l'octave, l'homme juste harmonise en fait les vertus qui sont présentes dans chacune des trois parties et qui sont comparables aux trois termes d'une harmonie musicale, à savoir les pattes, la mèse et la nette. L'ensemble de ces trois notes basiques constitue l'octave, qui est comparable à la justice, la vertu synthétique des vertus, leur puissance, c'est-à-dire leur cause et leur salut, c'est-à-dire leur soteria, la condition nécessaire et suffisante de leur préservation. On peut maintenant revenir au moire. On a supposé que l'agésis aimait l'hypate, clotho la mèse et atropos la nette. L'harmonie des moires serait ainsi une image mythique de l'harmonie des trois parties de l'âme, chacune prise comme émettant une note musicale correspondant à sa vertu propre. L'agésis qui produit l'hypate représenterait la partie rationnelle, clotho qui produit la mèse, la partie émotionnelle, et atropos, la partie ardente. Les moires se révéleraient ainsi comme une allégorie de l'âme tripartite, juste et vertueuse, bien harmonisée et unifiée. Leur parenté avec Ananké, dont les liens privilégiés avec le bien ont depuis longtemps été soulignés, pourrait justement traduire cette unité. Soit dit en passant qu'à mon avis, la tripartition, qu'elle appartienne à l'essence de l'âme ou pas, concerne l'âme juste autant que l'âme injuste, mais à la différence cruciale que contrairement à l'âme juste, l'âme injuste n'est pas unifiée. Les habits blancs des moires évoque les fibres blanches auxquelles est comparé le naturel philosophe dans le livre 4. Il est concevable que l'association de la couleur blanche avec la vertu soit inspirée par la représentation de la vertu dans le célèbre apologue de Prodicos de Chéos, portant sur le choix d'Héraclès. Les couronnes, attribut royal, pourrait symboliser les révolutions célestes que les moires meuvent harmonieusement et auxquelles, selon les Timées, le passage numéro 14, nous devons assimiler les révolutions, auxquelles nous devons assimiler les révolutions corrompues dans notre tête, afin que notre âme, qui, dans le monde d'ici-bas, se trouve dans un état comparable à celui du dieu marin Glaucus, regagne son état naturel, originel et divin. C'est précisément l'état de l'âme du monde qu'Ananké peut-être représente. Le trône conviendrait aussi justement à la divinité. Par ailleurs, dans un célèbre passage du livre 9, Platon associe la connaissance du passé, du présent et de l'avenir avec la modération par l'adverbe sophronos
et avec la sagesse, Tophronie. Et pareillement, dans les Charmides, la connaissance du passé, du présent et de l'avenir est associée avec la modération. Et dans les Lachis, le courage consiste en cette connaissance. Or, dans la République, mais aussi dans ces autres dialogues, il s'agit là des qualités de l'âme vertueuse. Si le cœur de moire représente cette âme, il est compréhensible que son sein relève de la connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Néanmoins, il paraît que Platon ne rejette pas, ou au moins pas entièrement, les pratiques divinatoires traditionnelles. En effet, la distribution de parties de temps aux 3 mois peut s'expliquer par le Timée 71 1 et suivant, où le rôle de partie de l'âme dans la divination est clarifié. Ainsi, dans les mythes d'Air, Platon attribue le passé à l'Archésis, conformément aux précisions du Timée, selon lesquelles la partie rationnelle interprète ultérieurement, c'est-à-dire en se tournant vers le passé, les impressions déjà recueillies par la partie désirante qui, elle, pratique la divination sans que la partie rationnelle intervienne. Atropos donc, qui représente la partie désirante, selon mon hypothèse, sent bien le futur. Autrement dit, la partie désirante voit le futur et le présent revient nécessairement à Clotho. Plus loin dans les mythes d'Air, l'Archésis assigne à l'âme un démon, celui que l'âme elle-même choisit. Or, dans le Timée, la partie de l'âme qui domine en nous, c'est-à-dire la partie rationnelle, représentée selon mon hypothèse par l'Archésis, est précisément un démon. En conséquence, dans la République, c'est lui en qui domine la partie rationnelle, c'est-à-dire le philosophe roi, est lui-même un démon, ou du moins evdémon. Sous la direction du démon, Clotho, dans les mythes, scelle, quant à elle, le destin. En troisième lieu, Atropos rend irréversible ce qui vient d'être filé. De manière analogue, la partie ardente et la partie désirante s'accordent pour se soumettre au commandement de la partie rationnelle. La première en validant immédiatement le sort de l'Archésis, c'est-à-dire en obéissant directement à la partie rationnelle. La seconde, donc la partie désirante, en suivant la partie ardente pour rendre ainsi, grâce à sa tempérance, inébranlable la souveraineté de la partie rationnelle. Cette image de vertu et de justice s'appliquerait à l'homme parfaitement juste qui, dans le livre 5, constitue le modèle idéal et normatif auquel tout être humain devrait s'assimiler. Voilà donc la réponse que Platon proposerait à la doctrine du destin élaborée par les poètes. Le sort heureux ou malheureux de chacun de nous ne nous est accordé par le moire que dans le sens où celle-ci représente l'âme. Notre sort est la vertu ou le vice de notre âme. Le choix nous revient entièrement et des rétributions analogues suivent nécessairement en conformité avec la structure mathématiquement ordonnée de l'univers. On peut alors mieux comprendre les mots du prophète dans le passage numéro 8. De la vertu, personne n'est le maître, chacun selon qu'il l'honorera ou la méprisera,
en recevra une part plus ou moins grande. La responsabilité appartient à celui qui choisit. Le Dieu, quant à lui, n'est pas responsable. Même pour celui qui arrive en dernier, il existe une vie aimable plutôt qu'une vie mauvaise, pour peu qu'il en fasse le choix qui se fait à tout moment de manière intelligente, sinon, selon donc en suivant l'intellect, et qui la vive en y mettant tous ses efforts. Voilà alors pour les moires. Je viens maintenant aux sirènes. Dans la République, Platon ne mentionne les sirènes que dans les mythes d'Air. Au-delà de la République, elles apparaissent à 2 reprises dans le Cratyle et dans le Phèdre. Ainsi, si l'on souhaitait découvrir le caractère des sirènes platoniciennes, il faudrait se tourner vers les extraits du Cratyle et du Phèdre. Il est possible que Platon ne conçoive pas les sirènes de la même manière dans les 3 dialogues. Mais si l'on parvenait à identifier un fil rouge traversant leur représentation dans le Cratyle et dans le Phèdre, il serait légitime de supposer que leur présence dans les mythes d'Air s'inscrit dans le même sillage aussi. Donc, premièrement, le Cratyle. Dans le Cratyle, Platon se réfère aux sirènes par ces mots, c'est le texte numéro 9. Nous pouvons affirmer que nul ne consent à quitter l'au-delà pour revenir ici, personne, pas même les sirènes, mais qu'elles sont retenues par un charme, elles, comme tout le monde. Ce passage situe les sirènes dans l'au-delà et précise qu'elles y demeurent car elles sont retenues comme par un charme, par un lien extrêmement fort. Or, Platon, Socrate, précise que le lien le plus fort est le désir de devenir meilleur, c'est-à-dire le désir de vertu, hyperitinaretin epithymia. La raison pour laquelle demeurer dans l'Hadès rend vertueux réside dans la nature même d'Hadès, telle qu'elle est révélée à travers l'étymologie de son nom. Selon Socrate, le nom d'Hadès vient non pas de Aïvès, de l'invisible, comme le veut l'étymologie populaire qui sera reprise dans le Phédon, mais de Aïvène, connaître, du fait que ce Dieu connaît toutes les belles choses. Il est en effet, dit Socrate, un sage parfait, un philosophe et grand bienfaiteur de ceux qui sont chez lui. Ces derniers, ceux qui sont chez lui, sont ceux dont l'âme, je cite, est purifiée de tous les maux et de tous les désirs liés au corps. Les sirènes sont ainsi situées dans ces lieux propres aux âmes purifiées des maux et des désirs liés au corps. La question du lieu propre à l'âme revient dans le Phédon où ce domaine est identifié avec le aïdès, le invisible. Plus précisément, Socrate opère une distinction entre d'une part le visible, qui est l'objet de la perception sensible, et d'autre part l'invisible, qui est l'objet de l'intelligence, et range l'âme du côté de ce dernier, c'est-à-dire du côté du lieu des idées. Le lieu propre à l'âme est ainsi le lieu, je cite, noble, pur, invisible, Hadès, pour le nommer, le Dieu bon et sage. En l'occurrence, Platon semble jouer avec les 2 étymologies d'Hadès, à savoir l'étymologie traditionnelle et celle rapportée dans le Cratyle, pour indiquer que le lieu propre à l'âme, purifié et désirant la vertu,
et le lieu invisible, le lieu Aivis, auquel elle s'attache par le désir du bien, qui a ici le sens de la vertu, et de la sagesse de la phronesis. C'est dans ces lieux-ci, dans le royaume d'Hadès, qui est l'apanage du philosophe, que, selon le Cratyle, demeurent les sirènes, retenues qu'elles sont par ce même désir. Je viens rapidement au Phèdre. Dans le Phèdre, lors d'une promenade le long de l'Ilissos, la beauté du paysage et le chant des cigales suggèrent à Socrate un mythe qui résume, ainsi qu'il a été dit, toute la doctrine platonicienne de la musique. Selon ce mythe, si les cigales, c'est le passage numéro 10, si les cigales voient des hommes qui, au fort de la salaire, persistent et font de la dialectique, dialeromenus, restant insensibles à leur enchantement, alors que leur esquif passe devant elles, devant les cigales, comme devant des sirènes, osper sirines, alors les cigales se réjouissent et accordent à ces hommes le privilège que les dieux leur permettent de décerner aux hommes, à savoir l'inspiration qui est à la source de l'art oratoire, technitulein. Les sirènes sont ici comparées aux cigales. En fait, elles se substituent aux cigales. Ne pas succomber à l'enchantement des cigales équivaut à ne pas céder aux charmes des sirènes. Ainsi, si l'on souhaitait clarifier ce que les sirènes pourraient représenter ici, il serait utile d'examiner ce que représentent les cigales. Or, c'est le passage numéro 11, la qualité extraordinaire des cigales consiste dans le fait qu'ils n'ont pas besoin de manger et de boire. En l'occurrence, les cigales et les hommes dont leur race surgit se comportent comme s'ils étaient dépourvus de corps. En d'autres termes, il s'agit comme si leur âme s'était séparée ou libérée, pour le dire mieux, de leur corps, ce qui, selon les Phédons, est justement la tâche à laquelle s'adonne avec ferveur celui qui philosophe droitement. La séparation de l'âme d'avec le corps est en effet l'exercice tomelétima propre aux philosophes, et cela est précisément ce que l'on nomme mort, thanatos, et qui est aussi une purification, en ce sens où l'âme est purifiée des maux du corps. Les philosophes ne se préoccupent point de plaisir que l'on prend à la nourriture et à la boisson, de même que les cigales ignorent l'attrait des plaisirs trop matériels de la mendication et de la désaltération. La améléticia citon kepoton, dont firent preuve les hommes dont naquirent les cigales, et l'absence de tout souci corporel, de toute pragmatia peritosoma, que Socrate attribue aux cigales, se rapproche donc de la réflexion sur la mort de la méleti thanatou du Phédon. Ainsi, les cigales qui ne mangent ni boivent, mais passent leur vie à faire de la musique, voire de la dialectique, on a vu le participe dialeromenus dans le passage, agissent à l'instar de celui qui, en pratiquant la philosophie considérée comme réflexion sur la mort, sépare l'âme du corps de cette vie terrestre. Grâce à cette séparation, son âme n'est plus soumise aux contraintes et aux maux du corps, mais elle en est libérée tel un esclave, un drapodon, c'est le terme dans le passage, qui a brisé ses chaînes.
L'âme ainsi libérée se trouve désormais dans l'Hadès, dans les seuls lieux où elle peut rencontrer la phronesis en toute pureté. Mais à la différence des hommes mythiques qui existaient avant la naissance des muses et qui n'étaient pas conscients du fait qu'ils réclamaient la mort, et ainsi moururent sans s'en apercevoir, le philosophe est pleinement conscient de réclamer et de mériter la mort. Il faut toutefois encore préciser qu'il s'agisse d'une sorte particulière de mort, à savoir de la mort philosophique, qui consiste dans la libération de l'âme. L'âme du philosophe s'en va ainsi joyeuse et en pleine connaissance des causes vers l'Hadès, les lieux invisibles et purs auxquels elle s'attache par le désir de vertu. En se substituant aux cigales, les sirènes du Phèdre se révèlent comme étant une image du vrai philosophe qui se désintéresse de l'élément corporel. Autrement dit, elles sont une image de l'âme qui, purifiée par la philosophie et libérée des contraintes du corps, demeure dans le lieu invisible et pur qui lui est propre, c'est-à-dire dans le lieu intelligible. La raison pour laquelle elle y demeure est fournie par les Cratiles, c'est le désir de vertu. Ce qui, étrangement, semble par ailleurs répondre à la question que Socrate s'est posée dans le Phèdre, c'est le passage 12. Suis-je un animal plus complexe et plus fumant d'orgueil que Typhon? Suis-je une créature plus paisible et plus simple qui participe naturellement à une destinée divine, Thias Miras, et reste étrangère à ses fumées? Il paraît que du riche bestiaire d'êtres hybrides qu'offraient les poètes, Platon choisit les sirènes, les musiciennes homériques et pythagoriciennes pour désigner le philosophe, étant donné qu'il considérait la philosophie comme étant la musique suprême. La dernière partie de l'exposé concerne donc l'harmonie des sirènes. Les 8 sirènes qui, placées sur le cercle du fuseau, sentent en accord avec les moires, émettent non seulement les pattes et la mèse et la nette, comme le moire, mais aussi les autres termes qui existent dans l'intervalle, comme le notait Platon dans le livre 4. En effet, dans la mesure où elle s'accorde avec l'harmonie des moires, l'harmonie des sirènes serait aussi une image mythique de la justice. Pourtant, à la lumière du Cratyle et du Phèdre, les sirènes ne représenteraient pas l'âme juste en général, mais plus précisément l'âme juste du philosophe, qui, libéré de maux du corps, est retenu dans le lieu invisible par le désir de vertu, s'assimile au modèle de l'âme parfaitement juste représentée par le moire et participe de la destinée divine de celle-ci. L'harmonie des sirènes renverrait ainsi à la justice qui régit cette âme proche de Dieu et qui trouve son expression majeure dans la pratique droite de la dialectique, dont le sens, selon la République, ne se distingue pas de celui de la vertu. La position des sirènes sur le cercle des planètes et des astres fixes pourrait faire allusion au fait que le philosophe assimile ses propres mouvements internes à celles de l'univers. En effet, dans les lois, c'est le passage 13, Platon souligne qu'en dépit de leur nom, les planètes n'errent pas. D'après la République, le philosophe
ne connaît nulle errance. Platon est catégorique. Ceux qui errent ne sont pas des philosophes, οι πλανόμενοι ou philosophie. La réalité à laquelle le philosophe adhère se distingue du monde du devenir qui est sujet à l'errance. Par contre, ceux qui ne possèdent pas l'expérience de la réflexion et de la vertu, dit Platon, vont ça et là leur vie durant, planant de diaviu, comme du bétail. L'injustice, l'indiscipline, la lâcheté, l'ignorance et en un mot toute espèce de vice, pasakakia, résident dans le trouble et l'errance planie de l'âme traversée de conflits internes. Il est aussi intéressant que la notion d'errance revient dans le Phédon et dans le Timée. À la différence de la République, bien sûr, où l'errance désigne la discorde et l'injustice à l'intérieur de l'âme même, dans le Phédon, Socrate affirme que l'âme erre lorsqu'elle adhère au corps et au sens, ce qui évoque l'errance due aux sensations qui, selon le Timée, tombent sur l'âme à travers le corps. L'adhérence au corps, donc, qui entraîne un cortège de mots, correspond à l'exact opposé de l'attitude du philosophe qui pratique la purification dans le sens de la séparation de l'âme d'avec le corps, de la libération de l'âme des contraintes du corps, état qui, dans la République, se décrirait en termes d'harmonie de l'âme. De la République au Phédon, donc, malgré les différences, en passant par le Timée, le philosophe est exempt d'errance. Dans le Timée, cet état bienheureux du philosophe, qui de même que le pilote de navire dans la République a les yeux tournés vers l'ordre céleste, est expliqué dans le passage 14 par le fait qu'il assimile ses propres révolutions errantes du fait de sa naissance aux révolutions harmonieuses et non errantes de l'univers. Par cette assimilation, il atteint la vie parfaite qui constitue le but ultime que les dieux ont assigné à l'existence humaine. Sous cet éclairage, les cœurs des sirènes, qui sont emportés par les mouvements des cercles, se révéleraient comme une image du philosophe qui a assimilé ses révolutions internes à celles de l'intellect dans le ciel, et a ainsi regagné l'état naturel originel qui naissait en fils de son âme, état illustré par l'image de Moire. Le Moire, l'âme vertueuse qui met le cercle céleste en mouvement et à laquelle s'assimile toute âme juste, représenterait alors, de même qu'Ananké, l'âme du monde, fabriquée justement, rappelons-nous, dans les Timées selon l'octave et les rapports épitrites. Les unes, donc les moires, représenteraient l'âme dans son rapport avec le temps, puisque selon les Timées, le présent, le passé et le futur ne sont que des mouvements constituant des modalités du temps qui se met en cercle. L'autre, c'est-à-dire Ananké, représenterait l'âme du monde en la dissociant de ces modalités qui, selon les Timées, ne sont pas propres à l'essence éternelle. J'aimerais ajouter pour la discussion que les lois, le passage 15, semblent aussi suggérer un lien entre, d'une part, l'âme du monde et d'autre, Ananké, les moires et les sirènes dans la République. Donc, il me semble que le passage numéro 15 puisse faire allusion à la vision du mythe des moires et des sirènes. Et je viens à ma conclusion. En guise de conclusion, j'aimerais attirer très brièvement l'attention sur l'idée de la cité comme métaphore de l'âme, idée qui traverse la République
et qui revient notamment dans les dernières lignes du livre 9. J'aimerais proposer que la patrie mentionnée en 592 A, qui est le passage numéro 16, à savoir la cité qui constitue le paradigme céleste, en ουρανό et dont traite la République, en λόγης κειμένη, en la situant sous le patronage d'Apollon de Delphes, dans le passage 17, pourrait être interprété comme annonçant la grande vision céleste du mythe d'Air, et plus précisément comme une autre métaphore pour le paradigme de vertu qui constitue les moires et les sirènes et qui illustre, comme on l'a vu selon mon hypothèse, l'état originel et divin de l'âme. Par le biais de cette association, les sirènes se mettraient en rapport avec l'oracle de Delphes, considéré comme la cité d'Apollon. À la question « Qu'est-ce que la cité d'Apollon ?», on pourrait donc répondre en paraphrasant l'accouchement pythagoricien, le passage 2, les sirènes qui se trouvent en harmonie, que représente la tétractys. Donc, la cité d'Apollon, si on suppose que la cité idéale pourrait être qualifiée de cité d'Apollon, serait une métaphore pour l'âme bien harmonisée, de même que l'image de sirène qui se trouve en harmonie, et cette harmonie est représentée par la tétractys. Donc, on pourrait paraphraser l'accouchement pythagoricien dans ce sens. Et si dans le Phédon, l'âme ne peut pas être une harmonie, dans la République, elle peut tout de même se trouver en harmonie. En faisant un pas de plus, on pourrait conjecturer que dans la mesure où l'harmonie des sirènes dans le mythe d'Air porte sur l'harmonie de l'âme juste, l'accouchement pythagoricien aurait peut-être pu avoir affaire avec, ou au moins avoir été interprété par Platon comme ayant affaire avec la théorie pythagoricienne de l'âme harmonie, que Platon critique dans le Phédon et que dans la République, il substitue peut-être par sa propre théorie de l'âme en harmonie. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Donc, merci beaucoup pour cette communication qui a bien fait apparaître l'importance majeure du thème de l'harmonie musicale chez Platon. On retrouve cette importance non seulement en astronomie, mais aussi en psychologie et même en éthique et en politique. Et donc, c'est tout à fait naturel puisque l'harmonie musicale est associée à l'âme. Donc, j'aurais deux questions qui sont des questions un peu critiques. La première chose, c'est que en ce qui concerne l'astronomie, c'est votre passage numéro 5, je crois, de la République. Tout de suite après 530 CD, je crois, c'est ça? Tout de suite après, en 530 Platon dit qu'il ne faut pas suivre les pythagoriciens dans la mesure où la musique ne doit pas être interprétée dans un sens concret. Ce n'est pas ce qu'on entend par les oreilles, mais c'est ce qu'on calcule. Et donc, on retrouve ça exactement dans le Timain, c'est-à-dire dans le Timain, c'est l'harmonie qui se trouve dans l'âme est une harmonie essentiellement mathématique, ce n'est pas musical. Dans le Phédon, donc, il y a la critique de l'âme, harmonie, et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette harmonie musicale que vous avez réussi dont vous avez réussi à montrer qu'elle avait une origine pythagoricienne associée aux sirènes, cette harmonie musicale donc, est interprétée par Platon dans un sens très original
c'est-à-dire qui correspond à sa doctrine, c'est-à-dire l'opposition du sensible et de l'intelligible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est vraiment une question que je me pose moi-même, parce que je suis en train de traduire la vie de Pythagore par Porphyre, dans la section 39. Les sirènes sont associées donc à des plaisirs qui ne sont pas acceptables, alors que l'harmonie est plutôt associée aux muses. Donc ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et donc, dans votre livre sur les sirènes, vous citez ce passage de Porphyre en montrant comment chez Chamblic et chez Plutarque, c'est le contraire qui se pose, qui se présente. Donc, je vous laisse me répondre pour qu'on ait des questions, pour qu'on ait le temps de discuter. Voilà. Oui, merci beaucoup. Concernant la première question, oui, c'est tout à fait. Je pense que cette hypothèse que je viens de proposer se met en accord avec ce que Platon dit, que l'harmonie n'est pas l'harmonie audible. Et c'est justement la critique qu'il porte face à la doctrine, à la manière pythagoricienne à approcher l'harmonie. C'est une harmonie qui consiste premièrement dans des nombres, donc des objets mathématiques, et puis qui a à voir avec l'intelligible. Donc, c'est pourquoi, quand je lisais, je l'ai passé très vite, mais Platon dit que l'harmonie, ce sont des rapports mathématiques et pas l'harmonie audible. Voilà. Concernant la deuxième question, je pense qu'il y avait deux interprétations des sirènes dans la tradition platonicienne. Une qui est l'interprétation la plus répandue, celle citée par Porphyre, selon laquelle les sirènes sont plutôt associées avec le plaisir matériel dont les philosophes devraient se libérer, se désintéresser, auquel ils devraient se désintéresser. Et d'autre part, il y a une interprétation positive qui est celle de la République et qui peut-être tire son origine de l'acousme pythagoricien si on considère qu'il remonte au pythagorisme ancien, où les sirènes sont associées d'une certaine manière avec les muses. Et on a le passage de Plutarque que je cite dans mon livre, qui associe les sirènes et les muses, et il utilise même une fausse étymologie, Ostatia Irusas. Oui. Et je pense qu'il a en tête cette interprétation plus positive. Et Porphyre, en 39, oui, il oppose. C'est page 54 dans Déplace. Oui. Il oppose, merci. Il ne mentionne pas cette interprétation plus positive. Non. Je me suis aussi posé la question pourquoi, puisqu'elle était déjà connue, par exemple, c'est Plutarque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Porphyre fait référence au passage, enfin, ça correspond au passage de l'Odyssée où les sirènes entraînent les bateaux sur les récifs. Et donc, ça signifie que le chant des sirènes entraîne vers la mort et par voie de conséquence en éthique, la mort, c'est s'adonner au plaisir. Voilà. Oui, mais j'ai l'impression que l'interprétation positive était aussi appliquée au texte d'Homère. Donc, peut-être on interprétait là la mort comme étant la mort philosophique. Oui, Donc, oui, c'est exactement ça. Oui.
Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je n'ai jamais pu résoudre ce problème, cette question pourquoi Porphyre ne se réfère pas du tout à l'interprétation plus positive qu'il connaissait sans doute. Sans doute. Il connaît plus tard. D'autres questions? Oui, merci beaucoup pour votre présentation extrêmement claire et vraiment passionnante. Pour m'insérer dans la discussion que vous venez d'avoir avec Luc Brisson, je voulais vous demander, est-ce que vous avez examiné disons, la tradition d'exégèse homérique? Parce que, au fond, si on lit l'Odyssée au pied de la lettre, les sirènes, elles sont quand même plutôt inquiétantes. Hein, et on peut être que on les trouve assez peu désincarnées et philosophiques, si vous voulez. Donc, les sirènes que vous nous avez présentées là, c'est-à-dire ces sirènes dialecticiennes, philosophes, etc., ne correspondent pas en tout cas à la lettre du texte de l'Odyssée, puisque Ulysse et ses compagnons se font quand même attacher au mât du bateau. Mais alors, je me suis demandé en vous écoutant si entre Homère et Platon, est-ce que dans la documentation littéraire, est-ce qu'il y a moyen de déceler des traces de discussion justement sur l'interprétation d'Homère? Peut-être en passant à travers la littérature des scolies, des commentaires byzantins, parce que je suis absolument persuadé que le dossier des sirènes dans l'exégèse homérique pourrait peut-être être intéressant aussi pour l'histoire de la philosophie. Parce que, ça j'ignore absolument, mais une question, est-ce que par exemple, les textes néoplatoniciens que vous avez mentionnés ont été connus, par exemple, d'exégètes antiques ou médiévaux d'Homère. Ce sont simplement des questions, une curiosité qui invite à aller du côté de la littérature d'exégèse homérique, vraiment, à proprement parler. Oui, merci beaucoup pour votre question qui me donne la possibilité d'ajouter quelque chose que je n'ai pas expliqué dans l'exposé. Je pense, en effet, j'ai l'impression qu'il y avait une interprétation allégorique de l'épisode homérique déjà à l'époque de Platon. Et dans les livres, j'ai supposé qu'il était familier, que Platon aurait pu être familier avec cette interprétation. Et mon idée était que peut-être l'association des sirènes avec les corps célestes, les planètes, parce qu'elles sont situées sur le cercle de planètes des étoiles fixes, pourrait remonter au pythagorisme, voire à l'interprétation pythagoricienne du pythagorisme ancien de l'épisode homérique. Et pourquoi? Donc, dans le vers où Homère se réfère aux sirènes, quand les sirènes parlent à Ulysse, elles lui disent qu'elles connaissent, elles voient, elles disent Yidmen, c'est une connaissance par la vue, tout ce qui se passe sur Terre. Et aussi, les sirènes sont, paraît-il, au nombre de deux, puisque une ou deux fois, Homère utilise le duel pour les sirènes. Donc, j'ai pensé que puisque dans la poésie archaïque, la lune et le soleil sont souvent considérés comme des yeux ou comme ayant des yeux qui voient tout ce qui se passe sur Terre, les pythagoriciens auraient peut-être pu interpréter les sirènes d'Homère comme étant le soleil et la lune. Et si l'on pense au pythagorisme des origines, alors il s'agirait, ce qu'ils auraient comme système planétaire serait quelque chose proche du système d'Anaximandre, où on a le soleil et la lune et les étoiles fixes. Donc,
cette association des sirènes avec le soleil et la lune aurait peut-être pu leur permettre aux pythagoriciens d'appeler, comment dire, allégoriquement les corps célestes, soleil, lune, étoile, sirènes. Puis il y a cet acousma qui dit qu'est-ce que les îles de bienheureux, le soleil et la lune. Donc là, l'espace, la mer devient l'espace céleste. Donc, en mettant tous ces données ensemble, j'ai supposé dans les livres que peut-être la place des sirènes, leur association avec leur corps céleste, pourrait aussi remonter ou se trouver dans une exégèse allégorique d'Homère, pythagoricien du 5e siècle, connu par Platon, mais ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, je suis d'accord qu'il ne faudrait pas dissocier les sirènes de Platon de celles d'Homère et des sirènes pythagoriciennes, puisque Platon lui-même, dans le livre 10, il dit qu'Homère est celui qui a éduqué la Grèce. Et puisque dans les mythes d'Hère, il joue avec des éléments traditionnels, je pense que ça aurait été intéressant de voir là une manière à exploiter du matériel homérique dans un but philosophique. Une petite question pour vous compliquer la vie. Est-ce que ça aurait un sens d'examiner l'iconographie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un corpus d'images qui pourrait vous renseigner sur le caractère, je dirais, sympathique ou non des sirènes? Nous avons tous dans l'œil un vase dont j'ignore tout à fait la localisation, représentant justement Ulysse accroché à son mât avec les sirènes, mais est-ce qu'il y a d'autres représentations, j'imagine que oui, qui pourraient vous donner une indication du point de vue du contexte culturel, sur la tonalité associée aux sirènes? Enfin, ma question est peut-être naïve, hein, mais je me la pose en tout cas. Oui, merci pour votre question. Il y a sans doute un grand nombre de représentations. Bon, les sirènes, elles sont représentées à partir du 7e siècle. On les trouve dans des objets en bronze. Et puis sur le vase, elles sont représentées comme des musiciennes. Elles sont ailées, donc ça leur met déjà en rapport avec le ciel. Et, on a aussi des informations selon lesquelles des statues de sirènes étaient placées sur les tombeaux des poètes. Et là, on peut voir aussi un lien, puisque Platon, comme dans la République, il s'oppose aux poètes, mais puis il dit dans les lois lui-même qu'il est un poète qui traite du drame le plus parfait, qui est le drame de l'âme. Et donc, les philosophes se substituent en quelque chose au poète et à sa connaissance du passé, du présent et de l'avenir. Donc, peut-être là, l'association des sirènes avec les poètes serait en quoi Platon répond en associant les sirènes, pas avec les poètes, mais avec les philosophes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Louis Bertrand. Je vous en prie, Louis. Voilà, dans le texte 6, il est précisé que la nette, c'est le plus élevé, hypate, c'est le plus bas, et le moyen, c'est la mèse. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas des informations dans la littérature grecque plus précises, en particulier sur la valeur numérique?
Oui. Parce que l'octave, on sait que c'est un 2, hein, Oui. puisque l'octave est obtenue en pinçant la corde à la moitié de la longueur. Mais alors je sais bien que c'est musical au sens sensible, hein, mais on peut associer un nombre à l'octave. Alors Oui. j'aurais voulu savoir si l'on pouvait associer des nombres à l'hypate, à la mèse et à la nette. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, l'octave, c'est 2, mais c'est 2 à 1. Donc, c'est Oui, le oui, rapport de 1 qui revient à 2. Et c'est le puis, double. oui, le double. Et hypate, c'est la. Elle est la corde la plus basse, mais les chants les plus hauts. La nette, c'est les deux, de sorte que net et hypate, c'est 2 à 1. Et la mèse, c'est 1 et 1 tiers, ou 4 tiers. Donc, le rapport épitrite, ça veut dire 1 plus 1 tiers en plus. D'accord. Voilà. Oui, merci Louis. D'autres questions? D'autres demandes d'éclaircissement? Moi, éventuellement, j'aurais une remarque brève à faire pour rebondir à nouveau sur notre histoire de sirène. L'ambiguïté permanente que soulevait M. Hoffman sur les sirènes qui paraissent d'un côté particulièrement inquiétantes comme étant le symbole de l'éros qui rend fous les hommes et qui les précipite à leur mort, et de l'autre côté la réinterprétation platonicienne des sirènes comme étant les détentrices de connaissances. Moi, ça me fait penser à tous les passages qui peuvent étonner aujourd'hui sur le philosophe comme étant un Érastès, comme étant l'amoureux par excellence. Et donc, il y aurait cette dualité, cette dichotomie entre, d'un côté, l'érotisme disons, le plus bas pour aller vite et le plus destructeur, qui est celui de la première interprétation plutôt chez Homère, et de l'autre côté, l'éros plutôt intellectuel, qui est celui que remobiliserait Platon dans notre cas. Oui, merci beaucoup pour votre question. Oui, je pense qu'il y a sans doute cette ambiguïté que l'on peut trouver aussi dans le cas de l'approche platonicienne à la question de l'amour. Et en vous écoutant, j'aimerais aussi ajouter qu'il y a la même, que l'ambiguïté dont sont revêtues les sirènes évoque aussi ce que Platon dit sur la mort. Il dit que la plupart des gens ont peur de la mort. Donc, la mort aussi est présentée de manière ambiguë. D'un côté, c'est quelque chose dont le grand nombre a peur, mais c'est aussi quelque chose auquel les philosophes aspirent. Et cette ambiguïté se retrouve aussi aux sirènes. Donc, si l'on est ignorant, alors on peut avoir peur des sirènes. Et parce que dans ce cas, on ne voit que leur aspect néfaste qui est lié au plaisir corporel dont nous-mêmes sommes prisonniers. Si on n'est pas dirigé, si on ne dirige pas notre âme vers le lieu qui lui est propre. Mais si on n'est pas ignorant, mais on est philosophe, alors on peut voir le côté positif de la mort, dans le sens où on comprend la mort dans le sens de la purification de l'âme, et en conséquence, on peut aussi concevoir l'aspect positif et faste des sirènes qui quand même au grand nombre font peur, mais pas aux philosophes. Si. Merci à vous. D'autres questions, d'autres remarques?
je ne sais pas, j'aimerais faire une remarque concernant le mythe d'Air en général. Je pense que c'est très intéressant de comprendre quelle est la nature du mythe d'Air. En fait, le mythe d'Air permet de fermer la discussion de la République sur un plan éthique et politique. En d'autres termes, le mythe d'Air essaie de faire comprendre que même si dans une cité, on peut produire des actes ou des paroles injustes et sans conséquences, tout simplement parce qu'on a on est violent, on a des groupes armés qui vous aident ou beaucoup d'argent, on n'échappera pas à la punition après la mort. Donc, on a dans la mise en scène du mythe d'Air, justement cette dualité, d'une part, une représentation cosmologique avec les mouvements célestes et les voyages, les pérégrinations de l'âme qui descendent et qui montent dans ce contexte cosmologique. Donc, l'importance de l'harmonie musicale en astronomie et en l'âme humaine se retrouve dans une espèce de synthèse dans le cadre du mythe d'Air. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important de voir, et je le répète, l'importance de l'harmonie musicale dans ces deux domaines essentiels chez Platon. La question reste celle que j'ai posée aussi, c'est comment peut-on associer cette harmonie musicale aux sirènes qui, dans l'Odyssée, sont des figures dangereuses. Voilà, c'est la question que... C'est un peu la même question qu'au point de départ, mais j'aimerais que vous élaboriez un peu sur le sujet. Oui, merci beaucoup. Oui, sans doute. Je pense que l'accent est mis dans le mythe d'Air sur l'aspect éthique et sur l'importance de l'harmonie. Je pense aussi que les mythes, notamment ce texte qui est le plus énigmatique, mais je pense aussi la clé pour comprendre les mythes, est une sorte de trait d'union avec la thèse centrale du Timée, qui est que nous devons assimiler nos mouvements internes avec les mouvements de l'intellect dans le ciel. Concernant les punitions qui suivent nos choix et nos actes, je me demande si la punition n'est pas quelque chose qui nous attend seulement après la mort, c'est-à-dire si notre vice ou notre vertu est notre punition ou notre, comment dire, récompense, dans le sens où la punition ne serait pas quelque chose à laquelle on échappe pour le moment, mais à laquelle on se trouvera face après la mort physique. Mais étant donné que la nature de l'âme et son lieu propre, le lien invisible, que l'âme est invisible, l'âme a toujours une existence à elle qui fait que la punition est là à tout moment, indépendamment de si nous sommes vivants dans la vie terrestre ou pas. Et la même chose pour le choix, c'est-à-dire ce n'est pas un choix qu'on fera après la mort, comme on voit dans les mythes d'Air où les âmes choisissent leur vie suivante, mais si ce choix-là n'est pas un choix qu'on fait à tout moment, qu'on soit encore ou pas. Donc, je me demande si on devrait aussi,
penser au mythe d'Air de ce point de vue, c'est-à-dire pas un rapport avec en soi de vie et de nouvelles incarnations, mais plutôt comme se référant à un soi qui se fait à tout moment, et à une punition ou à une récompense qui n'est autre que notre vertu, notre vice. Donc, et aussi qu'ils mettent ensemble et l'astronomie et l'harmonique et la doctrine éthique. Donc, je pense que c'est une conclusion très adéquate à la République. Voilà. Merci. Vous êtes satisfait, Luc? Oui, tout simplement, je voudrais insister peut-être sur le fait que dans l'âme, on retrouve les mêmes cercles qu'en astronomie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut interpréter l'homoiosis théo en ce sens. C'est-à-dire qu'il faut que les cercles qui tournent dans l'âme soient le résultat d'une harmonie en quelque sorte presque mathématique. Oui. C'est bizarre, mais c'est ce qu'on trouve dans le Timée notamment. Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le mythe d'Air sans cette idée qu'on a dans le Timée qu'il faut s'assimiler à ces révolutions qui suivent circulaires, qui suivent ces données mathématiques. Oui, monsieur Lerner. Oui. Merci beaucoup. C'était très intéressant, vraiment. J'aurais beaucoup de choses, mais je vais me concentrer sur deux questions. La première, c'est dans le Ménon, on pose précisément la question, peut-on enseigner la vertu? Et vous êtes beaucoup attardé sur cette idée de vertu et d'harmonie dans l'âme. Et je m'interroge sur le fait de savoir si le passage où, dans le Ménon, on se réfère justement au géomètre pour se demander si on peut inscrire une surface donnée sous forme de triangle dans un cercle, pourrait être symboliquement dans le dialogue lui-même un écho au fait de savoir si on peut inscrire sur la vertu dans l'âme, en sachant tous les passages que vous avez rappelés sur la circularité et révolution de l'intellect dans notre âme, donc le caractère circulaire de l'âme. Donc voilà, sur cette symbolique du triangle et du cercle, à laquelle m'a fait penser en fait la tétractys. Alors vous avez fait référence à la tétractys en citant Jean Blic, mais je crois que Porphyre en fait déjà référence dans la vie de Pythagore, hein, et sans doute déjà plus tard. Mais justement dans la tétractys, alors il y a les 10 points, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et alors je ne comprends pas vraiment en quel sens Jean Blic dit tétractys, sinon l'harmonie, c'est-à-dire dans laquelle sont les sirènes. Alors, vous avez parlé de 8 sirènes. Est-ce qu'on pourrait identifier d'une certaine manière, en bricolant les chiffres, les sirènes aux points qui sont dans la tétractys, de façon figurée, en tout cas, telle qu'elle figure dans votre schéma? Parce que si j'ai bien compris, vous avez assimilé l'harmonie des sirènes et des moires à l'harmonie des vertus dans l'âme, dans une interprétation donc symbolique des sirènes. Ça serait la première question par rapport au Ménon et sur la symbolique du triangle et du cercle, en rapport avec l'harmonie interne de l'âme. Et le deuxième point, c'est juste sur l'ambivalence des sirènes. Si je lis les textes que vous avez rappelés du Cratyle et du Phèdre, alors certes, les cigales sont substituées, enfin on substitue aux cigales pendant un temps les sirènes, mais il me semble que les sirènes qui sont elles-mêmes charmées dans l'au-delà, et même elles restent là-bas, et puis les sirènes dans le Phèdre qui nous envoûtent et devant le sort desquelles nous devrions au contraire fuir. Il me semble qu'il y a quand même peut-être une opposition. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opposition entre les cigales ailées, les messagères des muses qui permettraient de nous élever, et les sirènes qui resteraient plongées dans l'eau et, selon une certaine interprétation, en tout cas néoplaticienne, dans la matière? Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.
Concernant les ménoms, j'avoue que je n'y avais pas pensé, mais c'est une belle possibilité que je vais investiguer. J'ai surtout fait l'association avec les timés dans les livres, où on a le triangle équilatéral qui comporte 6 triangles scalènes à partir desquels sont construites les solides platoniciens à l'exception du cube. Concernant les sirènes, si j'ai bien compris, vous avez posé des questions. L'une concerne leur ambiguïté, mais je n'ai pas exactement saisi quel aspect de leur ambiguïté vous aviez en tête. Oui, non, c'est juste sur les textes du Cratyle et du Phèdre. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi comprendre, même les sirènes restent attachées dans l'au-delà, parce que paradoxalement, en fait, elles qui charment sont charmées en retour, donc elles sont prises à leur propre piège d'une certaine façon, mais en tout cas dans le Phèdre, ça me semble encore plus net, parce qu'on parle bien du mythe des cigales et non du mythe des sirènes, et que derrière les cigales, il y a la symbolique du fait de chanter, de ne pas avoir besoin de nourriture, sinon de nourriture intellectuelle comme le philosophe. Et en plus, l'image quand même des ailes qui est essentielle dans le Phèdre, puisque les cigales étant des messagères des muses, rapportent aux muses les activités que font les hommes ici-bas. Et est-ce qu'on ne pourrait du coup pas comprendre le Hosper Seirenas justement dans une connotation plus négative, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on prenne les cigales pour des sirènes plongées dans l'écoulement continuel de la matière et qui nous chantent de beaux chants pour que nous restions ici en fait. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas plutôt qu'une substitution, une synonymie entre les cigales et les sirènes, est-ce qu'il n'y a pas une caractérisation négative des cigales par les sirènes? Merci beaucoup. Maintenant, je vois. Donc, concernant le Phédon, j'ai aussi tenu compte du fait que Platon dit que les âmes que celles qui restent auprès d'Hadès, ce sont ceux dont l'âme est purifiée des maux du corps. Donc, si les sirènes restent au lieu invisible, au royaume d'Hadès, et elles doivent être parmi ces âmes pures, mais bien sûr, il y a l'ambiguïté, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comme l'ambiguïté de la mort. Il y a cette ambiguïté, puisque les sirènes ne sont pas seulement envoûtées par leur plaisir de vertu, mais elles sont elles-mêmes qui enchantent. Et de même, je pense que le Phèdre fait plus clairement allusion aux sirènes homériques parce qu'il y a cette image du bateau qui passe devant les sirènes. Mais comme on a dit tout à l'heure, mon impression c'est que Platon veut dire que le philosophe n'a pas peur des sirènes de la même manière qu'il n'a pas peur de la mort. Oui, les sirènes sont ambiguës, mais elles sont ambiguës parce que la nature humaine est d'une certaine manière ambiguë. Elle peut soit être sujette aux contraintes du corps, soit elle peut se libérer. Et dans ces cas-là, l'âme se concentre plutôt sur l'aspect positif des sirènes. Et puis, vous avez aussi mentionné l'acousme pythagoricien. Il est seulement mentionné par Jamblique, celui-là, pas par Porphyre. Et j'ai proposé dans les livres une interprétation qui aurait à faire avec la doctrine dite de l'harmonie des sphères, dont présiderait Apollon.
il est vraiment difficile à savoir la signification de ce précepte. C'est vraiment très, très énigmatique. Maintenant, je me demande s'il ne pouvait pas avoir affaire avec la doctrine de l'âme harmonie aussi. Mais ce sont des hypothèses. On ne peut pas savoir vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Reste un tout petit moment pour une dernière question. Une dernière remarque. Alors, je tiens à remercier Philippe qui vient de nous envoyer le lien pour ce fameux vase magnifique, le vase du British Museum, et que je vous convie à consulter sur la partie conversée du site. Un très beau site. Un très beau vase. Une dernière intervention. Bien, ben, je vous remercie, Irini C'est moi qui vous remercie. Viltagnotti, de votre travail de fond, qui renouvelle en grande partie l'interprétation de ce mythe difficile, complexe, assurément. Je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous au 23 novembre, au lundi 23 novembre à la même heure, 16h. Nous écouterons Luc Brisson, qui nous parlera du bon usage du mensonge en politique. Voilà, un titre qui retient l'intention, un titre très actuel, assurément. Donc, nous verrons ce que les anciens ont à nous apprendre, si nous devons encore apprendre quelque chose en matière de mensonge politique. Merci à tous. Donc, nous nous retrouverons, je le rappelle, sur GoToMeeting, non pas sur Zoom, lundi prochain, mais nous vous écrirons pour vous donner, comme d'habitude, toutes les informations nécessaires pour vous contacter au site de la conférence. Alors, nous ne sommes pas sortis du confinement, il me semble que nous aurons encore à utiliser cet outil pendant un certain temps, mais petit à petit, nous l'apprivoisons. Merci de votre présence, merci de votre attention, et puis encore une fois, merci à Madame Viltagnotti pour sa réflexion et pour l'avoir partagée avec nous. À bientôt. Un grand merci à vous pour l'invitation et pour vos questions.